Et si tout ce que vous pensiez savoir sur la morale et la justice était un mensonge? Si, depuis des siècles, nous étions programmés pour croire que la bonté triomphe toujours, alors qu'en réalité, le pouvoir appartient à ceux qui comprennent comment le monde fonctionne réellement? L'histoire n'est pas écrite par les justes, mais par ceux qui osent prendre le contrôle. C'est cette dure vérité que des penseurs comme Schopenhauer et Nietzsche ont tenté de nous révéler. Mais la question demeure, pourquoi, encore aujourd'hui, nous refusons-nous à la voir en face? Schopenhauer, l'un des plus grands philosophes du XIXe siècle, n'est pas né pessimiste. Il n'a pas toujours cru que le monde était dominé par la ruse et la brutalité. Comme nous tous, il a d'abord eu foi en la raison, en la logique et en la possibilité d'une société juste. Mais au fil du temps, il a compris une réalité troublante. Ceux qui gagnent ne sont pas ceux qui ont raison, mais ceux qui savent manipuler, imposer leur volonté et exploiter les règles du jeu à leur avantage. La morale, disait-il, n'est qu'un masque derrière lequel se cache la vraie nature humaine, une volonté insatiable de conquérir. Regardez autour de vous, dans l'histoire, dans la politique, dans le monde des affaires. Ce ne sont pas toujours les plus vertueux qui atteignent les sommets, mais ceux qui savent manier les leviers du pouvoir. Nous aimons croire que les bons finiront par triompher, mais la réalité est bien différente. Et si nous continuons à ignorer cette vérité, nous resterons éternellement les pions de ceux qui, eux, ont compris comment fonctionne vraiment le monde. Alors, êtes-vous prêts à voir la réalité telle qu'elle est? Arthur Schopenhauer n'a pas toujours été ce penseur sombre et désillusionné que nous connaissons aujourd'hui. Au contraire, il est né avec une curiosité insatiable, une soif de comprendre le monde et une foi inébranlable dans la raison. Comme tant d'autres avant lui, il croyait que l'intelligence et la justice finiraient par triompher. Son éducation fut marquée par l'ambition et la discipline, façonnée par un père commerçant prospère et une mère écrivain influente. Tout semblait indiquer que son avenir serait brillant, que son esprit brillant et sa quête de vérité lui ouvriraient les portes du succès. Mais la réalité lui réservait une leçon bien différente. Très tôt, Schopenhauer s'est heurté à une vérité brutale. Le monde ne récompense pas ceux qui pensent, mais ceux qui agissent. Il comprit rapidement que la société n'était pas dirigée par la raison, mais par la force, l'influence et la manipulation. Son père, un homme pragmatique et sans illusion, lui avait toujours enseigné que la vie n'était pas une question de justice, mais de pouvoir. Pourtant, Schopenhauer espérait encore que la philosophie et la réflexion pouvaient changer quelque chose. Ce n'est qu'après avoir été rejeté par l'élite académique, après avoir vu son œuvre ignorée tandis que les idées de Hegel triomphaient, qu'il réalisa à quel point le jeu était truqué. Cette prise de conscience ne fut pas immédiate, mais progressive. Chaque déception, chaque trahison, chaque injustice qu'il observait ne faisait que renforcer son sentiment que la raison n'avait pas sa place dans un monde dominé par la volonté brute. Peu à peu, son optimisme s'effondra pour laisser place à une philosophie plus dure, plus tranchante, mais surtout plus réaliste. Il ne cherchait plus à embellir la vérité, mais à l'exposer telle qu'elle était, cruelle, mécanique et indifférente aux idéaux humains. À travers lui, nous commençons à entrevoir la vérité qu'il a mise tant de temps à accepter. Le monde est une illusion soigneusement entretenue. Depuis notre enfance, on nous enseigne que la justice triomphe, que les mérites sont récompensés et que la morale guide les décisions humaines. Mais Schopenhauer a découvert, à travers l'expérience et l'observation, que ces idées ne sont que des contes de fées destinés à nous maintenir dans l'illusion. La réalité est bien plus cruelle. Ce ne sont pas les plus vertueux qui gagnent, mais ceux qui savent exploiter les règles du jeu à leur avantage. Derrière chaque grand succès se cache une série de décisions stratégiques, souvent dépourvues d'éthique. La société n'est pas fondée sur la raison ou l'équité, mais sur des rapports de force. Ce n'est pas l'intelligence qui mène au pouvoir, mais la capacité à manipuler, à dominer et à imposer sa volonté. Les individus les plus influents ne sont pas nécessairement les plus sages, mais ceux qui comprennent comment utiliser les autres à leur profit. Hegel, l'ennemi intellectuel de Schopenhauer, en est un parfait exemple, non pas parce que sa philosophie était supérieure, mais parce qu'il savait jouer le jeu du pouvoir académique, séduisant les élites et consolidant son influence. Pendant ce temps, Schopenhauer, bien que brillant, était rejeté et ignoré. Alors, que reste-t-il à ceux qui ne veulent pas se soumettre à cette mascarade? Faut-il abandonner tout espoir d'un monde juste,
Ou simplement accepter que la justice est un luxe que seuls les naïfs peuvent se permettre? Schopenhauer ne prônait ni la résignation ni la rébellion aveugle. Il voulait que nous ouvrions les yeux, que nous comprenions que la morale n'est pas une force universelle, mais une illusion que les puissants exploitent pour maintenir leur domination. Accepter cette vérité, c'est la première étape pour ne plus être manipulés. Mais combien d'entre nous sont prêts à voir le monde tel qu'il est vraiment? Arthur Schopenhauer n'était pas seulement un philosophe brillant, il était aussi un homme fier, incapable d'accepter l'hypocrisie du monde académique. Pour lui, la philosophie devait être un outil de vérité, une lumière crue projetée sur la réalité, sans compromis ni embellissement. Mais au lieu d'être reconnu pour la clarté de sa pensée, il s'est retrouvé éclipsé par un adversaire qu'il méprisait profondément, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Non pas parce que Hegel avait des idées plus pertinentes, mais parce qu'il avait compris une règle fondamentale du pouvoir. Ce n'est pas la profondeur des idées qui détermine le succès, mais la capacité à jouer le jeu des influences et des alliances. Hegel était un maître dans l'art de séduire les cercles académiques et politiques. Il ne cherchait pas seulement la vérité, mais aussi l'approbation des puissants. Pendant que Schopenhauer construisait une philosophie tranchante, rejetant les illusions qui maintiennent les masses sous contrôle, Hegel, lui, adaptait son discours pour plaire. Il ne défiait pas le système, il en devenait une extension. C'est ainsi qu'il attira les foules, remplit les amphithéâtres et s'assura une position dominante dans le monde universitaire. Schopenhauer, de son côté, prit une décision audacieuse. Il programma ses cours à la même heure que ceux de Hegel, convaincu que son enseignement attirerait naturellement les esprits curieux. Mais il se heurta à une dure réalité. Sa salle resta désespérément vide. Cette défaite ne fut pas seulement une humiliation personnelle, mais une révélation brutale sur le fonctionnement du monde. Il ne suffit pas d'avoir raison pour être entendu. Il ne suffit pas d'avoir la vérité pour être suivi. Le pouvoir appartient à ceux qui savent manœuvrer dans les coulisses, à ceux qui comprennent que l'image et le réseau comptent souvent plus que la substance. Cet épisode marqua profondément Schopenhauer et renforça sa vision pessimiste. Le succès est rarement une question de mérite, et l'histoire ne retient pas toujours ceux qui disent la vérité. Une leçon que nous pouvons encore observer aujourd'hui, partout autour de nous. Depuis toujours, nous aimons croire que nous sommes des êtres rationnels, guidés par la réflexion et la logique. On nous apprend que nous prenons nos décisions en fonction de principes moraux, que nos actions sont le fruit de notre libre arbitre. Mais Schopenhauer nous révèle une vérité bien plus troublante. Ce ne sont pas nos pensées qui nous dirigent, mais une force primitive, incontrôlable et inconsciente qu'il appelle la volonté de vivre. Cette énergie brute ne se soucie ni de la justice ni de l'éthique. Son seul objectif est la survie, la reproduction, la domination. Cette volonté est omniprésente, dissimulée derrière toutes les structures sociales. Elle pousse les hommes à rechercher le pouvoir, à accumuler des richesses, à écraser leurs rivaux. Les idéologies, les croyances et les principes moraux ne sont que des masques. Au fond, tout être humain est mu par des instincts qu'il ne contrôle pas. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui cherchent à comprendre la vérité, mais ceux qui savent canaliser cette force et l'utiliser à leur avantage. Ce n'est pas une question d'intelligence ou de mérite, mais de capacité à imposer sa volonté aux autres. Alors, que faire face à cette réalité? Faut-il abandonner toute morale et devenir impitoyable pour survivre? Schopenhauer ne prônait pas la brutalité, mais la lucidité. Comprendre ce qui nous anime, reconnaître que nous sommes avant tout des créatures instinctives, c'est se libérer des illusions qui nous rendent vulnérables. Ceux qui ne perçoivent pas ces mécanismes sont condamnés à être manipulés par ceux qui les comprennent. La question n'est pas de savoir si cette force existe ou non. La seule question qui compte est « Choisissez-vous de l'ignorer ou de la maîtriser ?» Nous avons tous grandi avec cette idée rassurante. Les bons finissent par triompher, la justice finit toujours par s'imposer. Mais Schopenhauer nous invite à regarder le monde avec un regard plus lucide. L'histoire nous montre que les hommes les plus impitoyables ne se considèrent pas comme des tyrans, mais comme des justes. Ils se voient comme des guides, des leaders éclairés, convaincus d'agir pour le bien commun. C'est là le paradoxe le plus terrifiant du pouvoir. Ceux qui manipulent et dominent ne pensent pas être mauvais. Ils pensent être légitimes. La volonté de vivre, ce moteur invisible qui pousse l'homme à conquérir, ne se manifeste pas seulement par la brutalité. Elle est plus rusée. Elle s'habille de morale, se pare de nobles idéaux, et convainc les individus qu'ils agissent au nom du bien. Ainsi, les tyrans se présentent comme des sauveurs,
les oppresseurs comme des protecteurs, et les plus avides justifient leur soif de pouvoir par une mission supérieure. L'histoire est remplie de ces figures qui ont manipulé les masses en leur faisant croire qu'elles œuvraient pour un monde meilleur. Et c'est ici que réside la plus grande illusion. Nous sommes tous vulnérables à cette logique. Nous aimons croire que nous sommes différents, que nous ne tomberions jamais dans ce piège. Mais combien d'entre nous justifient leurs propres ambitions sous couvert de valeurs morales? Combien confondent pouvoir et mérite? Comprendre ce mécanisme, c'est ouvrir les yeux sur une vérité inconfortable. Le mal ne triomphe pas parce qu'il est plus fort, mais parce qu'il sait se faire passer pour le bien. L'histoire est un cycle, un éternel recommencement où les mêmes schémas se répètent encore et encore. Les peuples pensent choisir leurs dirigeants, croire en des idéaux, bâtir des sociétés plus justes. Mais en réalité, ils sont guidés, influencés, façonnés par des hommes qui savent exactement comment exploiter leurs désirs et leurs peurs. Ce ne sont jamais les plus justes qui arrivent au sommet, mais ceux qui comprennent la mécanique du pouvoir. Regardez César. Il a promis une démocratie avant de détruire la République. Regardez Napoléon. Il a exalté la liberté avant de s'autoproclamer empereur. Et pourtant, ces hommes n'ont pas seulement pris le pouvoir. Ils ont été acclamés, glorifiés, suivis aveuglément. Le secret de leur ascension n'a jamais été la brutalité pure. Ils ne se sont pas imposés par la force brute, mais par la perception. Ils ont compris que le peuple ne suit pas la vertu, mais la force. Que l'image d'un leader fort, visionnaire et intransigeant inspire plus que n'importe quel idéal moral. César a conquis Rome, non pas parce qu'il en avait le droit, mais parce qu'il a su convaincre qu'il était l'unique solution. Napoléon n'a pas imposé son règne par la contrainte, mais parce qu'il a su faire croire aux Français qu'il incarnait leur gloire et leur destin. Ce que Schopenhauer et Nietzsche avaient compris, c'est que les masses ne sont pas attirées par la justice, mais par l'autorité. Et ce schéma ne s'arrête pas aux figures historiques. Il est encore partout autour de nous, dans la politique, dans le monde des affaires, dans les grandes institutions. Les gens ne suivent pas ceux qui sont les plus honnêtes ou les plus compétents. Ils suivent ceux qui projettent l'illusion du pouvoir. C'est ainsi que des dirigeants corrompus sont élus, que des entreprises dirigées par des hommes sans scrupules prospèrent, et que des figures médiatiques deviennent intouchables. Car dans ce jeu du pouvoir, il ne s'agit pas d'être juste, il s'agit d'être perçu comme incontournable. Nous aimons croire que le bien et le mal sont des vérités absolues, gravées dans l'univers, inscrites au plus profond de la nature humaine. Mais Nietzsche nous confronte à une idée radicale. Et si la morale n'était qu'une invention, une construction sociale destinée à discipliner, à contrôler, à maintenir l'ordre établi? Pendant des siècles, nous avons accepté des valeurs qui, au lieu de libérer l'homme, l'ont enfermé dans une cage faite de culpabilité, de soumission et d'un idéal qui l'empêche d'embrasser pleinement sa puissance. Selon Nietzsche, la morale n'est pas une force universelle, mais un outil de domination. Il distingue deux formes de morale, la morale des maîtres, celle des forts, des conquérants, des individus qui imposent leur propre vision du monde, et la morale des esclaves, celle des faibles, qui n'ayant pas la force de lutter, transforment leur impuissance en vertu. Il glorifie la modestie, l'humilité et la soumission, non pas par choix, mais par nécessité. Ils transforment leur incapacité à dominer en un idéal, condamnant toute forme d'ambition et de puissance comme immorale. C'est ainsi que la société a évolué. Ceux qui étaient incapables de prendre le pouvoir ont trouvé une autre solution, convaincre les forts qu'ils étaient coupables de leur propre force. Peu à peu, la morale s'est inversée. La grandeur est devenue arrogance, la puissance est devenue oppression, et la force est devenue un péché. Nietzsche voyait cela comme un immense renversement des valeurs, une ruse géniale permettant aux faibles de saper la domination des plus forts. Mais cette illusion a un prix, elle empêche l'homme d'atteindre son plein potentiel. Alors, face à cela, devons-nous remettre en question tout ce que nous avons toujours cru? Pendant des siècles, la civilisation occidentale a été façonnée par une idée puissante. L'humilité est une vertu, la souffrance est noble, et le renoncement au pouvoir est une preuve de sagesse. Mais Nietzsche voyait cela d'un tout autre œil. Pour lui, le christianisme n'était pas seulement une religion, mais un instrument de contrôle moral, une inversion subtile des valeurs destinées à affaiblir les forts et donner du pouvoir aux faibles. Là où Rome glorifiait la force, la conquête et la grandeur, le christianisme a imposé un nouvel idéal, celui de la modestie, de la soumission et du pardon.
Ce qui était autrefois considéré comme noble est devenu condamnable, et ce qui était autrefois vu comme une faiblesse est devenu un symbole de vertu. Selon Nietzsche, ce renversement n'est pas anodin. Il reflète un phénomène récurrent dans l'histoire. Lorsque les faibles ne peuvent pas vaincre physiquement, ils trouvent un moyen de dominer psychologiquement. En condamnant la force et en glorifiant la souffrance, ils ont réussi à culpabiliser ceux qui possédaient un pouvoir naturel. Les forts, qui auraient dû s'élever, ont été persuadés que leur ambition était immorale, que leur désir de grandeur était une faute. Ainsi, les plus compétents ont été domestiqués, tandis que ceux qui prônèrent la faiblesse ont pris le contrôle du récit moral. Ce qui est fascinant, c'est que cette dynamique ne s'est pas arrêtée avec le christianisme. Même aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, cette morale des esclaves continue d'exister sous d'autres formes. Elle pousse les individus à réprimer leur ambition, à se conformer, à s'excuser d'être fort. Chaque fois qu'une personne tente de sortir du moule, d'embrasser pleinement sa puissance, elle est immédiatement rappelée à l'ordre. Ne sois pas arrogant, ne cherche pas trop de succès, sois comme les autres. Ce phénomène, Nietzsche l'avait vu venir. Une société qui diabolise la force finit par produire des hommes médiocres, incapables de se surpasser. Sommes-nous prêts à reconnaître cette manipulation et à la remettre en question? Si la morale traditionnelle est un piège destiné à contenir les forts, alors que doit faire celui qui refuse de s'y soumettre? Nietzsche répond à cette question en opposant deux types d'individus. Le surhomme, celui qui dépasse les conventions, qui crée ses propres valeurs et s'élève au-dessus de la masse, et le dernier homme, celui qui se complaît dans la médiocrité, qui fuit la responsabilité de son propre pouvoir et préfère le confort à la grandeur. Le dernier homme ne veut pas penser, il ne veut pas combattre, il veut juste une existence paisible, prévisible et sans risque. Il rejette l'ambition, la force et le dépassement de soi, non pas par choix, mais par peur. Le surhomme, en revanche, comprend que les règles établies ne sont qu'un cadre artificiel conçu pour maintenir l'ordre. Il sait que s'il veut atteindre la grandeur, il doit déconstruire ses illusions et assumer pleinement sa puissance. Il ne cherche pas à plaire ni à se conformer aux attentes de la société. Il forge ses propres principes, décide de son propre destin et refuse d'être réduit à un simple rouage dans la machine sociale. Il n'attend pas que la justice ou la morale lui donnent la permission d'exister pleinement. Il prend ce qui est à lui, il impose sa vision du monde. Mais la société moderne ne veut pas de surhomme. Elle préfère une masse de derniers hommes, dociles, prévisibles et facilement contrôlables. C'est pourquoi toute personne qui ose s'élever, qui refuse de se conformer, est immédiatement critiquée, diabolisée, perçue comme une menace. Car un individu qui pense par lui-même, qui n'accepte pas les vérités toutes faites, devient impossible à manipuler. La vraie question est donc, choisirez-vous la sécurité d'une existence sans relief, ou le chaos et la grandeur d'une vie vécue pleinement? Nous aimons penser que nous choisissons nos dirigeants en fonction de leur honnêteté, de leur intelligence ou de leur vision. Mais la réalité est bien plus troublante. Les gens ne suivent pas ceux qui sont les plus justes, mais ceux qui projettent le plus de puissance. La psychologie sociale nous montre que face à l'incertitude, la plupart des individus cherchent une figure d'autorité, quelqu'un qui semble sûr de lui, qui parle avec force et conviction. Ce n'est pas la vérité qui attire les foules, mais la perception du pouvoir. C'est ainsi que, tout au long de l'histoire, des leaders corrompus, manipulateurs et souvent despotiques ont pu s'imposer et être acclamés. Ce phénomène s'explique par un biais psychologique puissant. Nous confondons souvent la domination avec la compétence. Nous voyons une personne riche et influente et nous supposons qu'elle est talentueuse et qu'elle mérite son succès. Nous observons un politicien qui parle avec charisme et assurance, et nous avons instinctivement tendance à lui faire confiance, même si ses actions prouvent le contraire. Ceux qui comprennent cette faille dans la nature humaine savent l'exploiter à leur avantage. Ils savent que le pouvoir ne dépend pas de la vérité, mais de la manière dont il est perçu. Ils créent des illusions, façonnent des récits, manipulent les émotions des masses pour s'assurer une loyauté inébranlable. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ce phénomène est autonome et auto-entretenu. Une fois qu'une figure dominante est perçue comme légitime, elle devient presque intouchable. Même face aux preuves les plus accablantes, les foules défendent ceux qu'elles ont choisi d'admirer, car admettre qu'elles ont été trompées serait trop douloureux. C'est ainsi que des tyrans deviennent des héros, que des fraudeurs sont érigés en modèles
et que des entreprises dirigées par des hommes sans scrupules prospèrent. La question n'est donc pas de savoir si nous sommes manipulés, mais plutôt jusqu'à quel point nous avons accepté de l'être. Si l'histoire nous a prouvé une chose, c'est que le système ne récompense pas les plus vertueux, mais ceux qui savent le manœuvrer. Attendre que la justice triomphe d'elle-même est une illusion. Le monde fonctionne selon des dynamiques de pouvoir bien établies, et ceux qui les comprennent avancent, tandis que ceux qui les ignorent se retrouvent à la traîne. Ce n'est pas une question de mérite, mais de perception et d'adaptation. Se plaindre de l'injustice du monde ne change rien. Comprendre ces mécanismes, en revanche, permet d'arrêter d'être une victime et de commencer à agir avec lucidité. Cela ne signifie pas qu'il faut devenir un tyran ou manipuler sans scrupule, mais il faut cesser de croire que la simple honnêteté suffit. L'information est une arme. Ceux qui savent lire entre les lignes, qui comprennent comment fonctionne l'influence et la perception sociale, ont toujours un avantage. Ils ne se laissent pas aveugler par les apparences, ni par la morale imposée. Ils identifient les structures du pouvoir, les réseaux d'influence, les dynamiques cachées derrière chaque grande décision. Ils savent qu'en politique, en affaires, dans la société en général, ceux qui dirigent ne sont pas toujours ceux qui ont raison, mais ceux qui savent comment imposer leur présence. Alors, comment jouer dans ce système sans trahir ses propres valeurs? La première étape est d'arrêter d'attendre un monde idéal. Il faut voir le jeu tel qu'il est et apprendre à s'y déplacer intelligemment. Cela implique de développer une pensée critique, de ne pas se laisser gouverner par l'émotion et d'apprendre à décoder les intentions derrière chaque discours. Comprendre ces règles ne signifie pas qu'il faille les accepter passivement. Mais un joueur qui connaît les règles a toujours plus de chances de gagner que celui qui croit que tout se joue au hasard. La vraie question n'est pas de savoir si le système est juste, mais si vous êtes prêt à en comprendre les codes pour ne plus être manipulé. Face à cette réalité implacable, que devons-nous faire? Devenir impitoyables à notre tour? Chercher à dominer avant d'être dominé? Schopenhauer nous propose une alternative bien plus profonde. La véritable liberté ne se trouve pas dans la conquête du pouvoir, mais dans l'affranchissement des illusions. Il ne s'agit pas de courir après une reconnaissance sociale illusoire ou de se battre pour des idéaux qui ne sont que des masques. La clé est de comprendre que le monde suit ses propres lois et que nous ne pouvons pas les changer. En revanche, nous pouvons décider de ne plus en être esclaves. La philosophie de Schopenhauer n'est pas un appel à la soumission, mais à la lucidité. Celui qui voit le jeu tel qu'il est ne peut plus être manipulé. Il ne s'accroche plus à des espoirs vides, il ne cherche plus à plaire ou à se conformer à des valeurs imposées. Il choisit la clarté à l'illusion, l'indépendance à la servitude psychologique. Ce n'est pas un chemin facile, car il demande de renoncer au confort de la pensée commune. Mais c'est le seul moyen d'échapper au piège de la société et de vivre selon sa propre essence, sans être façonné par les attentes des autres. En fin de compte, la seule vraie victoire est celle que l'on remporte sur soi-même. Comprendre le monde ne signifie pas s'y soumettre, mais apprendre à s'en détacher. Ceux qui cherchent le pouvoir tombent souvent dans ces pièges, car ils deviennent dépendants du regard des autres. Mais celui qui n'a plus besoin de reconnaissance, celui qui se libère des chaînes invisibles du conformisme, devient véritablement intouchable. Il ne cherche ni à dominer, ni à être dominé. Il se contente d'exister, en pleine conscience. Et c'est cela, la liberté absolue. Nous vivons dans un monde où l'on préfère les illusions réconfortantes aux vérités inconfortables, où l'on nous enseigne que la justice finira par triompher, que le bien l'emportera toujours sur le mal, et que si nous suivons les règles, tout se passera bien. Mais Schopenhauer et Nietzsche nous ont montré une autre réalité. Le monde n'est ni juste, ni moral, ni fait pour récompenser les méritants. Il est régi par la force, par la perception et par ceux qui comprennent comment manipuler les masses. Ceux qui croient encore que la morale est une protection risquent d'être broyés par ceux qui savent que le pouvoir ne se gagne pas par la vertu, mais par la volonté. Cela ne signifie pas que nous devons sombrer dans le cynisme ou devenir impitoyables, mais cela signifie qu'il est temps d'ouvrir les yeux et de cesser de vivre dans le mensonge. Comprendre le monde comme il est réellement n'est pas un appel à la violence ou à la domination, mais une invitation à ne plus être naïf, à ne plus attendre une justice qui ne viendra jamais, à ne plus confondre soumission et vertu. Une fois que l'on accepte cette réalité, on devient libre, libre de ne plus être un pion, libre de ne plus être manipulé par ceux qui écrivent l'histoire à leur avantage.
Mais cette liberté a un prix, elle exige du courage. Le courage de remettre en question ce que l'on nous a toujours appris. Le courage d'abandonner les illusions rassurantes pour affronter une vérité brutale, mais libératrice. Car en fin de compte, celui qui comprend le jeu ne le subit plus. Celui qui connaît les règles peut enfin choisir s'il veut y jouer ou s'en détacher. La question est donc simple. Préfères-tu vivre dans l'illusion ou es-tu prêt à voir la réalité telle qu'elle est,